Bienvenue à cette nouvelle Attitude 91 version politique. Aujourd'hui, c'est une personnalité dont on parle beaucoup en ce moment, qui est notre invité sur ce plateau, le numéro 2 des Verts, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, conseiller municipal aux Ulysses, Jean-Vincent Placé. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous demander toutes sortes de réponses liées à votre travail local, départemental, donc national, pourquoi pas voire international, parce que vous avez des idées. Eh bien, avec moi dans ce studio, Julien Monnier, d'Essonne Info. Bonsoir. Et Fabien Errand du Républicain. Bonsoir. Et si vous le permettez, je vais laisser le soin à quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Vincent Placé, et qui, la semaine dernière, participait à un grand débat public sur le Grand Paris. Le soin de vous poser la première question. C'est aux spécialistes des transports qu'il s'adresse, évidemment. Jean-Vincent, bonjour d'abord, et j'aimerais savoir ce que tu vas proposer pour les transports en commun de Grande Couronne, parce que vraiment, en ce moment, c'est vraiment la galère dès qu'on dépasse la petite couronne, et l'Essonne a bien besoin de toi. Donc on attend avec impatience que la région nous aide. Alors, pas surpris. Non, en plus je connais bien notre ami qui d'ailleurs connaît bien aussi les sujets de transport, qui s'y intéresse beaucoup, notamment dans le nord est Essonne. Et oui, c'est une vraie bonne question, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, moi quand j'ai pris le dossier transport en charge en mars dernier, je me suis évidemment intéressé au sujet global de la région, y compris d'ailleurs dans le cadre de la coopération interrégionale, de l'ouverture européenne, parce qu'on est la région capitale et on a des impératifs de relier le plus vite possible, y compris vis-à-vis de l'Europe. Et moi, y compris par rapport à mes propres amis, une vision plus favorable à la grande vitesse que certains petits camarades, hein. Je crois que le rayonnement de la région capitale aussi a ces raisons qui font que on a ce souci d'avoir une vision globale et stratégique pour les transports en Île-de-France. Mais évidemment, la priorité au-delà de cela, c'est l'Île-de-France elle-même. C'est le transport de voyageurs en particulier, même si on a aussi des débats sur le fret, sur le fluvial, sur le vélo aussi, hein. Mais les gros sujets, ce sont les transports collectifs et notamment ferrés, hein, métro, tramway. Nous, c'est particulièrement les RER, hein. On est B, C et D. Et déjà, la première réponse est claire qu'au niveau du RER C et D, il faut mettre en place ce schéma directeur que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la région et du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Et je pense que ça, c'est la priorité. Après, la deuxième priorité, c'est le maillage du transport sur site propre, le TCSP, avec ce qu'on appelle les BHNS, les bus à haut niveau de service. On a vu qu'on en a mis en place un entre Sénart et Corbeil avec le TZN, et on a la volonté de développer davantage encore. C'est le Massy-Saclay, c'est le tram-train Massy-Évry, c'est la ligne 402. Enfin, il y a tout un maillage comme ça, avec aussi le T7 qui a vocation à arriver à Villejuif et qui d'ailleurs a vocation y compris à peut-être aller à Évry, parce que ça a été une demande du député maire insistante. Mais moi j'écoute les élus de l'Essonne, voilà, et aussi de Stéphane Baudet, hein. Donc pour le coup, oui, il y avait des éléments très convergents d'analyse entre les deux. Et puis moi, de toute façon, je travaille de façon républicaine avec l'ensemble des élus, hein. J'ai même reçu Nicolas Dupont-Aignan à sa demande pour parler des problèmes de hier. Et c'est vrai que sur l'ensemble du territoire, avec le président Persson également, moi j'ai cette vision-là de prioriser et d'équilibrer par rapport à la Grande Couronne. Alors en sachant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour nos téléspectateurs ce soir, mais c'est vrai que le maillage territorial complexe de l'Île-de-France fait qu'en Grande Couronne, les dossiers avancent moins vite. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à Paris, la surface de la voirie est gérée par la ville de Paris. Et donc, quand on veut faire un tramway, il suffit de voir les 3-4 communes limitrophes et puis ça avance. Alors que nous, ici, avec la complexité, le nombre de communes, le département, les agglos, la région, les différents opérateurs, ça rajoute de la complexité, même si, et je le dis très tranquillement, je travaille très bien avec le président Berson, avec Thierry Mandon, qui représente la région au STIF, et y compris Chamafan, qui est aussi administrateur du syndicat des transports d'Île-de-France, qui est de l'Essonne. Donc il s'avère que, y compris d'ailleurs avec des gens comme François Durovray, qui ont des vraies idées sur les sujets transport, avec donc
Olivier Léonard, donc que j'ai reçu aussi et qui d'ailleurs était très vif par rapport à la qualité du RERC. Enfin, vous voyez, c'est un boulot d'une part qui me passionne par rapport à la région, par rapport à la complexité de dossiers que j'aime bien appréhender, et puis surtout évidemment sur le terrain dans l'Essonne pour faire en sorte que je puisse être utile à nos concitoyens. Julien ? Oui, bonsoir Monsieur Placé. Pour rester sur la question des transports, je pense que beaucoup de personnes se demandent où en est la question de la possible fusion des zones Île-de-France et à terme de la tarification unique pour les voyageurs en Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, c'est un sujet très important que nous-mêmes, avec Cécile Duflot, la tête de liste écologiste à la dernière régionale, nous avons porté dès le premier tour. Nous pensons que la zone unique pourrait être un fort mobilisateur, d'une part pour une forme d'appartenance régionale affirmée, parce que la région Île-de-France a du mal à s'identifier, à lutter aussi contre une certaine forme d'inégalité territoriale, parce qu'il y a un argument qui paraît-il d'ailleurs est écolo, c'est de dire pour lutter contre l'éparpillement urbain, il faut payer le kilomètre, et donc plus on paye le kilomètre, et c'est normal. Je dis pourquoi pas, c'est peut-être valable dans en province, mais chez nous, très sincèrement, en Île-de-France, j'aimerais bien savoir qui s'installe quelque part avec le prix du pass Navigo. C'est-à-dire que je ne comprends pas le sujet. Et moi, j'ai eu une vision différente du problème. C'est que quand on est en zone 6, on paye 123,60 €. Et il faut le dire. Moi, j'assume de le dire. Parfois, même, ça irrite un peu mon ami le président Huchon, que je tienne parfois des discours qui ne soient pas que de dire que tout ce qu'on fait est formidable. Mais seulement, voilà, bon, je pense qu'il y a un moment, il faut faire un peu de politique autrement aujourd'hui et reconnaître ce qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par Jean-Paul Huchon depuis 5 ans. Je dis aussi qu'il y a des choses qui vont moins bien et il faut être capable de l'analyser. Et être à 123,60 € dans la zone 6 pour un service qui est quand même pas extraordinaire, hein, qu'on est à Étampes ou ailleurs, et que en revanche dans le centre de Paris, c'est vrai, hein, on fait moins de kilomètres, la zone 1-2 c'est 60,40 €, sauf que c'est le réseau de transport le plus dense et le mieux maillé du monde, tout simplement. Donc on est dans le centre de Paris, on paye 60 € pour un excellent service, et on est chez nous à Étampes et on paye 123,60 € pour un service qui n'est pas très bon. Donc moi je dis qu'il faut tout à la fois l'appartenance régionale, le fait régional, l'histoire de lutter contre les inégalités territoriales. Et je pense que le pass Navigo à tarif unique, cela va dans ce sens-là, et c'est aussi comme cela que nous avons réussi à convaincre Jean-Paul Huchon entre les deux tours, et Jean-Paul Huchon a repris à son compte cette mesure, et j'ai bon espoir que nous la mettions en place comme nous nous sommes engagés devant les électrices et les électeurs franciliens en mars dernier, à la mi-2012, parce qu'on va faire une étude d'impact et de faisabilité budgétaire. Et puis bien sûr, on va étudier plus finement les questions du prix par rapport au report modal que cela impliquerait par rapport au nouveau prix. Alors vous avez quasi répondu à la question que voulait vous poser Stéphane Baudet. Écoutez quand même, hein, bien sûr. Jean-Vincent, cher collègue, je ne te poserai pas la question sur nos futures autorités organisatrices de proximité, puisque je sais que tout comme moi tu y es favorable. Donc ma question est la suivante. Comment vas-tu parvenir avec la majorité régionale pour tenir ton engagement de campagne, qui était de revenir à 2 zones de pass Navigo? Alors, bon, je vois que déjà tout le monde me tutoie. Oui, donc, oui. Bon, voilà, je n'en tire pas de conclusion. Et en plus, Stéphane connaît très bien les sujets transport, et y compris d'ailleurs, on est en train de porter un débat sur les autorités organisatrices de proximité, les AOP. Hein, moi, je suis très favorable à ce que, au-delà de ce qui a été fait sur le plateau de Saclay, on puisse faire des AOP, y compris expérimentales en grande couronne, et en particulier sur l'agglo d'Evry. Donc, on en a parlé avec Stéphane et puis Manuel Valls, et comme je vous disais, c'est ma vision républicaine des sujets transport. C'est-à-dire que à partir du moment où on partage des idées, des convergences et qu'on défend des territoires, moi je crois qu'il est important qu'on puisse travailler tous ensemble, quelles que soient les étiquettes politiques. Alors sur effectivement le pass Navigo, j'ai déjà un peu répondu, hein, et alors il a indiqué les 2 zones, mais ça c'était la proposition de Valérie Pécresse, donc je vois qu'il est quand même resté dans sa campagne à lui. Mais bon, de toute façon c'est pas un sujet qui doit être idéologique, hein. C'est je crois le sujet que j'ai indiqué tout à l'heure sur l'appartenance régionale, l'identité francilienne qui est quand même faible par rapport à l'identité bretonne ou alsacienne, et moi comme avec mes amis écologistes on a le souci du fait régional, c'est vrai qu'on cherchait aussi une mesure qui puisse faire en sorte que tout le monde en Île-de-France comprenne que de Paris à la Seine-et-Marne on est quand même dans une même région.
Après, l'inégalité territoriale, je l'ai indiqué, et je le répète vraiment, hein, je pense que de dire qu'on paye les kilomètres alors que le service paraît moins bon et beaucoup moins dense et beaucoup moins réel, il y a un sujet, hein, et je pense que notamment le sujet que je porte à la région et sur lequel je crois j'ai réussi à convaincre la majorité régionale, c'est notamment de commencer à ramener les zones les unes vers les autres. Cette année, nous n'avons pas augmenté la zone 5 et 6 à la différence des autres zones, hein, donc bon, au moins voilà, ça sert déjà à quelque chose d'avoir un vice-président de Grande Couronne. Non, mais plus sérieusement, je crois que c'est le sujet de fond qui importe. Et par ailleurs, là, je vais porter avec la majorité régionale la suppression de la zone 6. Donc ça, en mesure tarifaire, je pense importante, c'est de supprimer la zone 6. L'année prochaine. Dès la mi-nonce ? Oui. Hein, ce sera une proposition faite par la majorité régionale. J'en ai parlé encore avec le président Huchon vendredi dernier. On va l'inscrire dans le budget régional et puis ensuite, après, il faut convaincre nos partenaires du STIF. Hein. Au STIF, il y a l'ensemble des départements. Donc je pense que je vais convaincre assez facilement le président Berson et le président Eblé de la Seine-et-Marne. Après, c'est sûr qu'il y aura un travail par rapport aux autres départements, mais le sujet, c'est que tout le monde soit gagnant-gagnant. Très gros lobbying. Hein. Vous parliez des autres départements. Je veux dire, si tout le monde s'agite comme vous le semblez faire, ce sont des heures et des heures et des heures de discussion hors assemblée. Ah ben oui, hein, moi je bosse, mais c'est naturel, je ne demande pas à ce qu'on me plaigne. J'ai rencontré à peu près tout le monde, hein. J'ai rencontré le président du Val d'Oise, Arnal, Vincent Eblé, donc de la Seine-et-Marne, le président Berson, hein, il y a 2 semaines, et puis c'était vraiment une très bonne réunion. Le président Berson, de toute façon, il a une bonne expérience des sujets, encore plus forte que la mienne d'ailleurs, hein, avec la maîtrise globale. Donc on a discuté de la revoyure du contrat de projet État-région, des différents dossiers qui lui tiennent particulièrement à cœur. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce sont les RER, c'est le tram-train, le T7, le bus 402, le TCSP sur le plateau de Saclay. Puis bon, c'est vrai que ça, ce sont vraiment des très bonnes réunions, parce que là, on fait avancer les dossiers avec les partenaires, et c'est une bonne chose. Les présidents de l'Aglo, bon, j'ai vu Stéphane Baudet, j'ai vu du Rovray d'ailleurs aussi. Hein, très actif, voilà. Et puis Paris, enfin, ouais, il y a beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a quand même 1280 communes en Ile-de-France, il y a les 8 départements, et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de boulot, mais enfin, pour le coup, ça me plaît beaucoup. D'autres interrogations à votre sujet, Fabien Héran? Oui, donc vous parlez beaucoup d'élus de grande couronne, vous voyez aussi des élus de petite couronne, oui, je suppose. Sûr, ouais. Ouais, ouais. Vous avez un attachement pour l'Essonne? Oui, j'y suis depuis maintenant 5 ans. Hein. Moi, je suis de province. Hein. J'étais à Caen, Normandie. J'ai longtemps travaillé avec le député maire de La Rochelle. Puis j'étais à Paris aussi. Et c'est vrai que quand j'étais à Paris, j'avais pas de vision particulière aussi de l'Île-de-France. C'est pour ça aussi que je comprends le fait régional et l'absence parfois d'identification, notamment des Parisiens, au fait régional. Et c'est vous tenez quand même à être un petit peu le porte-parole de la Grande Couronne au sein de la région ou... De fait, je le suis devenu, hein, comme vice-président transport. Bon, Jean-Paul Huchon, bon, lui aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il est originaire de Conflans-Sainte-Honorine et il porte encore même s'il n'est plus élu là-bas, je crois, il porte encore ce combat-là. On a aussi le débat avec les Parisiens. Donc d'ailleurs, je ne veux pas me mettre en opposition avec les Parisiens, mais quand je vous l'ai dit, quand je vois le réseau de qualité, tant mieux, le métro. Les bus, parce que les bus, par exemple, c'est beaucoup plus facile à régler le problème des bus en petite couronne, parce qu'il y a la RATP, c'est l'unique interlocuteur, et puis voilà, avec le réseau Optile que nous avons par chez nous, nous avons une multiplicité d'acteurs, y compris historiques, avec les droits patrimoniaux sur les questions des lignes, et attention, hein, je ne vais pas remettre en cause tout cela, mais je pense que ça complique la tâche, d'où par exemple le fait qu'on veuille mettre en place des AOP, des autorités organisatrices de proximité, dans la Grande Couronne en particulier, pour rapprocher la décision de l'élu. Donc c'est sûr que moi, les problématiques de la Grande Couronne, d'une part, je les connais maintenant vraiment réellement, bien, je les vis quotidiennement, et je crois que ça impacte le travail d'élu. Hein. Mais après, j'essaie aussi d'avoir une vision globale, et c'est vrai que là, on en parle peu, d'ailleurs, c'est pas étonnant, mais Arc Express, le débat qu'il y a actuellement, ça, c'est un aussi sujet qui intéresse certes Paris et la Petite Couronne, mais aussi la Grande Couronne, dans la mesure où ça a vocation à fluidifier le trafic de banlieue à banlieue. Et le projet de réseau de transport du Grand Paris par rapport à Arc Express, la double boucle, pour vous, c'est pas mieux ou... Moi, je suis clair là-dessus, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'une part, effectivement, qu'on essaie de trouver sinon un projet commun, du moins des complémentarités. Voilà, nous, on n'est pas contre le Grand 8.
déjà, on souhaite voir comment il est financé. Voilà. Donc ça, moi j'ai eu l'occasion de croiser dans une rencontre de travail André Santini. André Santini, il a des grandes qualités, y compris humaines, et puis de capacité à faire avancer le dossier. Je suis pas d'accord sur tout, évidemment, avec lui, notamment sur sa gestion du syndicat des eaux d'Île-de-France. Mais bon, voilà, il est président de la SGP. C'est très bien. Je lui dis, bon, il faut quand même savoir quel est, d'une part, le vrai projet gouvernemental, et d'autre part, comment ça se finance. Parce qu'à l'heure à laquelle je parle, il n'y a pas 1 euro sur le Grand 8. Et comme nous-mêmes, nous sommes en négociation avec le gouvernement pour essayer de trouver des financements et sur le contrat de projet État-région et sur le fait qu'on puisse nous-mêmes lever notamment le versement transport davantage, et parce que c'est une ressource importante du syndicat des transports et qu'aujourd'hui on se retrouve avec la réforme territoriale et puis aussi avec la crise économique, les difficultés que rencontrent les gens en situation où les usagers ne souhaitent pas particulièrement augmenter les tarifs. On a le problème du financement. Donc après, le problème du financement qu'on souhaite voir résolu, on est prêt à débattre des tracés, ça c'est sûr. Moi je suis pas quelqu'un d'obtus. Quand je vois la ligne Roissy-Orly, d'évidence, qui prolonge la ligne 14, moi je suis pas fermé à cette idée-là. La ligne aussi qui fait parce que c'était un grand 8 à un moment, maintenant c'est plutôt 3 lignes, comme vous avez pu le voir. Donc la fameuse ligne bleue au centre a un intérêt évident. La ligne rouge correspond aussi à des préoccupations qui ont été soulevées dans le débat Arc Express sur le rééquilibrage à l'est de la région. Il y a beaucoup d'investissements à l'ouest avec la défense et alentour, et c'est vrai qu'à l'est c'est beaucoup moins significatif. Et c'est vrai que il y a le débat sur le plateau de Saclay. Donc moi, vous le savez, on n'est pas favorable au transport lourd sur le plateau. Je crois que ce serait une erreur. À terme, pourquoi pas avoir une réflexion sur quelque chose de plus des TCSP, des tramways. Oui, il y a le TCSP. Et à terme, s'il y a un vrai développement harmonieux, pourquoi pas un tramway, déjà c'est une ouverture sur le plan. Moi j'essaie de voir les choses sur le plan du fond, du plan technique et sérieux. Voilà. Justement, on a beaucoup de transport là, mais pour pouvoir concrétiser vos idées, il vous faut des assises. Alors vous avez déjà un beau fauteuil de vice-président au conseil régional. Je vous vois venir là. Est-ce qu'il y a mieux comme fauteuil? Je ne sais pas s'il y a mieux ou pas mieux. Je crois que moi je suis très content d'exercer cette fonction, vice-président de la région Île-de-France. C'est un gros boulot. Mon budget transport c'est 1,5 milliard d'euros. C'est bien plus important d'ailleurs que la plupart des budgets des régions en province et même d'ailleurs de certains ministères en vérité. Le syndicat des transports Île-de-France c'est 7,5 milliards d'euros. Donc c'est d'ailleurs l'établissement public qui a le budget le plus important de France sur le sujet. Donc vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Après, parce que je suppose que c'est à ça que vous faites référence, il y a le débat des prochaines élections sénatoriales et la volonté que nous avons, nous, dans le Parti écologiste, c'est, et ça paraît assez légitime par rapport à l'audience que nous avons aujourd'hui, et comme nous sommes desservis par les modes de scrutin aux législatives et aux sénatoriales, c'est d'avoir un groupe parlementaire. C'est d'avoir un groupe parlementaire, mais dans une dynamique d'union de la gauche des écologistes, parce que le sujet que nous avons, c'est d'essayer de gagner le Sénat à gauche. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible, parce que nous avons beaucoup progressé aux élections locales, aussi bien municipales que cantonales, que régionales, que, y compris à un moment on disait oui, les maires de Grande Couronne par exemple ou ruraux, ils votent à droite. Je crois que ça a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a une vision territoriale moins sédentarisée, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, avec l'accès à l'information, avec une autre dynamique de la gestion du territoire, il y a beaucoup de mouvements, y compris, moi j'ai pu constater aux dernières élections sénatoriales que dans les zones rurales on progressait nous les écologistes. Bon, c'est peut-être pas le même genre d'idée que véhiculent vos alliés, le Parti socialiste par exemple, qui manifestement ne voit pas d'un très bon œil comment pourrais-je dire, le forcing que vous semblez moi, je fais pas de forcing. J'ai les responsabilités que j'ai au niveau national qui font que je suis un interlocuteur de la direction du Parti socialiste, mais pas seulement, du Parti communiste français, du Parti de gauche aussi, enfin de tout l'ensemble des forces de gauche et écologistes qui, je vous dis, ont vocation à se réunir dans l'ensemble du territoire. C'est pas qu'un problème essonien, c'est le problème de gagner ce qu'on appelle le plateau. C'est la présidence, parce que c'est le perchoir à l'Assemblée, c'est le plateau au Sénat. Et je crois que c'est en jeu
enjeu-là doit faire en sorte que chacun, doit faire. Je demande même pas la discipline, c'est une question d'avoir une capacité de voir le sujet de façon globale, en termes d'intérêt général, et d'essayer de faire en sorte que partout en France, nous ayons un accord qui fasse que les socialistes soient représentés légitimement, les Verts, le PC aussi, le PG dans certains endroits. Mais voilà. Vous êtes quand même, et vous le revendiquez, un homme de pouvoir. Donc si j'ai bien compris, votre message à l'attention du PS, c'est écoutez, si vous voulez qu'on ait une chance d'obtenir la majorité au Sénat, eh bien, croyez en moi, c'est ça. Non, je ne dis pas du tout de croire en moi. Moi, vous savez, je suis un type assez réaliste, et qui sait qui je suis à peu près, avec ses avantages et inconvénients. Et je mesure bien que, notamment par rapport aux grands électeurs socialistes, c'est vrai que d'une part, il faudra aller les voir, il faudra leur parler, il faudra leur expliquer les raisons, le pourquoi des différents accords éventuels qui peuvent survenir avec le Parti socialiste. Et moi, je souhaite pouvoir travailler avec les grands élus socialistes au maximum, comme je le fais d'ailleurs tous les jours dans le secteur qui est le mien. C'est tout, voilà, moi je suis dans un état d'esprit certes volontariste, c'est clair, mais alors pour le coup tout à la fois serein et puis aussi très modeste, parce que je sais qu'il faut que on puisse trouver un terrain d'entente avec la Fédération socialiste ici, et j'espère qu'on le trouvera tranquillement, parce que ce qui est important c'est l'union, voilà, c'est l'union, le rassemblement. Alors, ce serait quand même assez bête de rater la majorité pour 2-3 sièges, alors que vraiment je pense que là ça serait pour y compris en termes de réponse face à ce qui se passe aujourd'hui sur l'emploi, sur les retraites, sur la démocratie, sur la déchéance de la nationalité, y compris par rapport à la politique de Nicolas Sarkozy. Je crois que ce serait une vraie bonne réponse, y compris d'ailleurs c'est un coup de tonnerre dans la vie politique française, que le Sénat passe à gauche. Et ça c'est mon projet l'année prochaine, plutôt que de penser qu'à mes problèmes personnels. Une petite pique d'un de vos collègues du Conseil régional, mais qui n'est pas de votre camp. Oui, Jean-Vincent, écoute, tu es vice-président de la région Île-de-France en charge des transports depuis le mois de mars. Je siège dans l'opposition, mais pour autant, je partage beaucoup des remarques que tu fais, et je crois que nous sommes d'accord sur le constat et sur les besoins en termes de transport sur la région Île-de-France. Donc moi, j'ai une simple question à te poser. Comment tu fais pour avaler toutes les couleuvres que t'imposent tes alliés socialistes depuis le mois de mars? Mais oui, mais bon, donc je vois que tout le monde continue à me tutoyer, hein, mais non, mais c'est vrai que je crois qu'en plus, tout à la fois, on peut avoir les débats politiques, les contradictions, les oppositions, et tout à la fois pouvoir se respecter, ce qui est le cas également avec François, comme avec Olivier et Stéphane. Sur les couleuvres, moi j'ai pas tellement l'impression d'en avaler, hein. Alors c'est vrai que je veux bouger des choses, c'est-à-dire que il y avait au niveau du syndicat des transports d'Île-de-France certaines habitudes que j'ai indiquées, peut-être un peu technocratiques, peut-être pas assez ouvertes sur la discussion avec les élus, et en particulier les élus de Grande Couronne. Donc ça, ce sont des sujets que j'ai appréhendés avec Jean Pauluchon et puis avec Sophie Maugard. Bon, parfois dans des discussions qui sont aussi vives, hein, c'est normal. Quand on a des caractères affirmés, qu'on a du volontarisme et qu'on a envie de changer les choses. Donc c'est vrai qu'il y a eu des discussions qui sont là encore d'ailleurs, y compris sur le budget de la région Île-de-France, le budget du syndicat des transports. Moi, j'ai pas tellement l'impression d'avaler des couleuvres. Et d'ailleurs, sans vouloir embêter notre ami François Durovray, les observateurs extérieurs ont plutôt l'impression que les écologistes ont pris beaucoup de poids à la région. Voilà, donc je n'en rajouterai pas. Mais Julien Meunier. Oui, une petite question. Vous êtes une personnalité politique qui ne cachez pas vos ambitions, et comme on l'a vu, vous parlez ouvertement des élections sénatoriales. Dans le cas où vous seriez élu sénateur en Essonne ou ailleurs, lâcheriez-vous, dans un cadre de non-cumul des mandats, votre mandat à la région ? Bon, écoutez, très sincèrement, on n'en est pas là, hein. Moi, de toute façon, je suis attaché au non-cumul des mandats, et je pense que j'ai toujours dit là une chose assez simple dans mon parti, c'est que d'une part, il faut pas exercer trop de mandats dans le temps, hein, mais j'ai toujours pensé, et 2 mandats en même temps, donc un mandat parlementaire et un mandat local mais non exécutif. C'est-à-dire soit conseil municipal, soit conseil général, soit conseil régional. Et si on a 2 mandats locaux, un mandat exécutif et un autre qui ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est la doctrine. Si vous êtes sénateur, vous n'êtes plus vice-président de la région au transport. Mais ma doctrine est assez claire, et comme quand je défends une doctrine, j'ai plutôt vocation à l'appliquer moi-même. On verra le moment venu. Notre émission va toucher à sa fin. Là, on a tout juste le temps d'écouter la dernière question, également de quelqu'un que vous connaissez extrêmement bien. Jean-Vincent, j'ai lu dans la presse, peut-être que c'est vrai ou pas vrai,
que tu te rêvais en ministre de l'Intérieur d'un futur gouvernement de la gauche solidaire. Alors par rapport aux deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux, quelle serait la première mesure que tu prendrais en tant que ministre de l'Intérieur? Donc je vois que, quand même, on voit que je connais bien les élus de l'Essonne et qu'ils me connaissent bien. Ce que j'ai dit par rapport à cette histoire, que la presse a beaucoup reprise, ministre de l'Intérieur ou pas, c'est que j'ai dit qu'un écologiste pouvait être ministre de l'Intérieur et que c'était légitime qu'il puisse l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les écologistes, ce sont des élus qui portent des messages globaux et généraux et qui ne sont pas que sur les questions environnementales. C'était ça le message. Et qu'on parle des institutions, de la sécurité, de la justice, des questions économiques, budgétaires, fiscales, etc. Et j'ai même dit d'ailleurs pourquoi pas ministre du budget. Puis même à terme, je pense qu'un bon accord au PS Vert, c'est un accord où le président est socialiste et où le Premier ministre est écologiste. Alors, une mesure, c'est jamais facile de dire, mais je pense que, par exemple, depuis que Sarkozy est au pouvoir, il a supprimé 10 000 policiers et gendarmes. Alors, ça paraît peut-être bizarre que quelqu'un de gauche dise ça, mais je pense qu'une des premières mesures, c'est le retour du service public et des policiers et des gendarmes, et dans nos cités, et dans nos campagnes. Voilà le mot de la fin. Merci bien Jean-Vincent Placé, le verre qui fait crisser selon Libération. Merci Julien Meunier, merci Fabien Héran et à bientôt pour une nouvelle attitude politique.